J'avais 16 ans d'entrée en première au lycée de garçons, qui n'était pas encore le lycée François Ier, à cette époque-là. Bon, on sortait d'une année, l'année précédente, ça avait été une année un peu particulière, puisque pour la première fois, le lycée était mixte, puisqu'il y avait le lycée de garçons et le lycée de filles. Et le lycée de filles avait été fermé, les deux lycées avaient été regroupés en un, dans la mesure où il y avait déjà toutes les séries de professeurs qui avaient été mobilisés. Alors on a vu une année précédente qui était une année un petit peu insouciante. On était un peu troublé par le fait que la nouveauté du lycée mixte, on ne pensait pas tellement à la guerre. Et puis il y a eu l'exode. Moi je vous raconterai pas mon exode, il est quand même très... Il a été plein de péripéties. C'est à ce moment-là qu'il y a quand même eu une certaine prise de conscience que les choses avaient tout à fait... Enfin, quoi qu'il en soit, je viens en septembre 40, j'avais juste 16 ans quand je suis rentré en première. Et M. Hamon? Alors moi je suis né en 20, donc si vous voulez, à ce moment-là j'avais donc 20 ans, pas de problème. Et j'étais employé à la New Navigation, qui elle, naturellement avec la guerre, a fermé parce que c'est une compagnie anglaise. Et j'étais rentré comme employé municipal à ce moment-là. Et comment, donc dans les mois qui suivent, prenez-vous contact avec... L'un avec l'autre, par exemple. L'un avec l'autre d'abord. Oui. C'est une question de défense passive. Nous appartenions tous les deux à la défense passive de Saint-Luc, à l'époque. Et c'est comme ça, si vous voulez, où l'amitié d'une part, et puis la sympathie, et la recherche de possibilités s'est manifestée. Enfin, vous comprenez. Alors, nous avons démarré complètement comme tout à l'heure, par une réunion de jeunes uniquement, qui après étaient obligés d'évoluer pour prendre des responsabilités beaucoup plus importantes. Bien, donc de la défense Avec passive. Garot, on peut dire qu'on s'est suivi d'un bout à l'autre. Vous comprenez, c'est depuis 40 jusqu'à la libération ensuite de 44, c'était quelque chose d'absolument continuel. Bien. Dans ce contexte, comment accueillez-vous la reddition et la demande d'armistice de Pétain? Et donc dans le même temps, les premiers échos de Londres de Gaulle qui appellent à une résistance face à l'ennemi? À cette époque-là, on n'était pas spécialement politisé, ça c'est bien vrai, ce qui fait qu'on était beaucoup plus sensible à l'effondrement de la France. Moi, je vous parlais tout à l'heure de l'exode, j'ai fait l'exode un peu par hasard. J'avais quitté Le Havre le lundi, la Pentecôte ou quelque chose comme ça, pour me retrouver dans la région parisienne. J'ai connu l'exode non pas sur la Seine mais sur la Loire, et puis je me suis retrouvé quelque part au sud de Niort, dans la famille. Et puis je puis dire que c'est à cette époque-là que j'ai entendu parler du général de Gaulle pour la première fois. Il y avait là, où c'était un peu les hasards de l'affaire. Moi je logeais avec une de mes cousines dans une métairie, chez quelqu'un qui était ingénieur des ponts et chaussées, qui était un des pères du pont de Tancarville, mais tout ça c'est un peu le hasard. Et chez qui s'était retrouvé un de mes cousins, qui lui était capitaine de l'armée française, qui avait été fait prisonnier, qui s'était évadé. Il y avait également là un sous-préfet, qui à l'époque un sous-préfet en déroute, qui était le sous-préfet de Sens, il est sous l'Auxerre. Très bien. Et puis ces gens-là, on discutait de l'armistice, avec des réactions qui étaient des réactions tout à fait françaises, comme il se devait, et ni les uns ni les autres n'étaient spécialement pétainistes. Mais enfin, les uns et les autres commençaient à écouter la radio. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler du général de Gaulle pour la première fois, puis l'appel que je n'ai pas entendu, mais enfin, je savais qu'il existait, qu'il y avait un certain général de Gaulle qui existait, qui appelait les Français à la résistance. Et parmi les gens que je côtoyais, il y avait alors les avis étaient tout à fait partagés, il y en avait quelques-uns qui étaient tout à fait prêts à répondre à cet appel, quoi. Et puis d'autres qui disaient, ouh là là, c'est encore une planche pourrie politicarde, il ne faut pas compter dessus, il n'y a rien à attendre de mon côté. Enfin, quoi qu'il en soit, j'étais dans un milieu qui n'était pas du tout un milieu pétainiste, de gens, la génération de ces gens-là étaient des gens intermédiaires, c'était des gens qui n'avaient pas fait la guerre de 14, et pour qui Pétain n'avait pas cette espèce d'aura qu'il a eu pour beaucoup pour certains de mes parents, je devrais le dire, qui eux étaient anciens combattants de la guerre de 14, et pour qui Pétain avait une aura certaine dans toute la France, qu'il avait gardé pour beaucoup de Français. Vraiment très tôt. Oui.
Au début, après, naturellement, les événements ont changé, et puis les lignes ont passé. Et bon, les gens sont devenus de plus en plus résistants pour arriver, faut dire, honnêtement, qu'en 1944, par exemple, il y avait 9 appareils qui étaient résistants sur 10. Vous voyez, mais en 1941, c'est une évolution, sincère ou pas, mais au début, nous étions certainement très peu quand même sur le Havre. Et au centre de ce premier noyau de résistance, je crois un personnage, Gérard Morpin. Comment vous le connaissiez? Il était votre professeur? Oui, il avait été mon professeur en troisième. Je crois qu'il était mon prof en seconde. J'en suis plus très sûr. Et puis il a été à nouveau mon professeur en première. Et c'est un homme assez fascinant dans son genre. C'est un grand type avec des sourcils broussailleux, très noirs. Il nous faisait des cours d'histoire qui étaient des cours d'histoire passionnants. En troisième, il nous emmenait visiter le musée des Beaux-Arts, qui à ce moment-là était à l'extrémité de la rue de Paris. Il nous faisait des commentaires le samedi après-midi quand on n'avait pas de classe. Il avait une façon très particulière de présenter son cours, mais très attachante. Et puis, il lui arrivait, et surtout alors au moment de la guerre, il lui est arrivé de nous parler de sa guerre de 14-18 qu'il avait faite. Je sais plus, il avait fait la guerre de 14-18, il avait été fait prisonnier et il s'était évadé. Et il s'était évadé dans une poubelle, dans des bennes à ordures. Alors je vous garantis, en plus, il y avait à cette époque-là au lycée, je n'en ai pas retrouvé, j'ai recherché des numéros les élèves de terminale faisaient un petit journal René où évidemment il y avait un certain nombre de profs qui étaient brocardés. Et Morpin était un peu brocardé. Moi je me souviens d'un dessin, j'ai absolument pas retrouvé ces papiers-là. Morpin, on voyait juste les yeux et les sourcils broussailleux qui sortaient d'une poubelle dont le couvercle se soulevait. Hein, mais en tout cas, il nous était apparu la façon dont il parlait de la guerre de 14-18 et du combat contre les Allemands, et il nous parlait du nazisme, car en réalité, beaucoup d'entre nous, moi je pense à mon âge, pour le nazisme, on avait quand même bien une idée de ce que pouvait être Hitler, le nazisme, etc. Mais enfin, c'était une idée relativement vague. Et puis, sans vouloir entrer dans les polémiques, au lycée François Ier, c'était le lycée de garçons graves. Les choses ont quand même très changé. C'était quand même le lycée de la bourgeoisie, qui finalement avait peut-être un certain penchant pour les agites de droite. C'est là que les professeurs ont joué à l'égard de plusieurs d'entre nous, ont joué un rôle déterminant, et c'était quand même Morpin. Je crois, sans vouloir trop insister, j'aime dire ainsi que le trompement, je crois quand même avoir été parmi ceux qui ont suggéré d'entrer en contact avec lui. C'est toi, je sais pas. Oh, je suis pas très affirmatif. Parmi ceux, moi je suis affirmatif, en disant, bien voilà un homme. Je connais un homme qui, compte tenu de son caractère, sa personnalité, voilà un homme qu'on va contacter. C'est ce qui a amené justement le contact, puisque nous, on débutait, comme je disais tout à l'heure, simplement des jeunes. Et puis il fallait trouver quelqu'un qui puisse prendre des responsabilités. On avait besoin d'une caution d'adulte, même si maintenant comme Jacques, une caution. C'est vrai? Non, c'est vrai, ça semble bizarre. Mais... Et alors, cherchant cette liaison, si vous voulez, forcément avec l'Angleterre, que nous avons fini par avoir par radio sous le pseudo de Lahire. Et avant, justement, il s'était engouffré dans cette histoire de phrase qui a valu l'arrestation, si vous voulez, de la majorité des gens à ce moment-là. Mais la liaison, nous l'avons trouvée quand même, par l'intermédiaire de M. Poteau, qui était ingénieur à la CFR, l'intermédiaire de Peters, qui était au port autonome. Donc c'est devenu quelque chose de très sérieux après, et nous communiquions avec l'ombre. C'est ça. Alors, les messages, ça, il n'y a pas de problème, on les a entendus. Vos activités, alors, en quoi c'est déjà leur âge à ce moment-là? Ah non, leur âge est venu après. Ouais. Vous aviez un l'activité, c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une question paramilitaire, de formation, de récupération d'armes, parce que nous n'étions encore qu'en 40, et une mission, en disant un jour, ça pourra servir pour quelque chose. Tout ça s'est fait progressivement, si vous voulez, jusqu'à l'arrestation qui, elle, est intervenue au mois de mai 41. Hein? L'idée, en quelque sorte, était d'avoir quelque chose dans les mains le jour où une action serait possible.
Oui. Hein, c'était ça. Alors on savait très bien, Jacques parlait du hack hockey là, tout à l'heure. Bon, moi j'avais fréquenté le hack hockey pendant l'année scolaire précédente. Je savais qu'il y avait des Anglais qui avaient, parce qu'en temps afférente, il y avait quand même d'assez gros contingents anglais qui étaient stationnés au Havre. Et il y avait eu pas mal de débarquements de matériel et autres qui s'étaient faits par le Havre. Et je savais qu'au hack hockey en particulier, il y avait des mines anti-chars qui étaient des espèces de minons. Des minons, des gros un camembert gros comme ça. Et on était allé récupérer ce matériel sous la tribune du Havre, dans des sacs. On transportait ça derrière nos bicyclettes avec des petites carrières derrière les bicyclettes. Des remorques, on appelle ça. Des remorques, oui. Dont une d'ailleurs, je ne sais pas si Pierre se souviendra, a cassé en descendant la rue Cochet. Et les mines des tonnes. Oui, on a fait pas mal de déménagements. Je rappelais à Jacques l'autre jour une autre affaire de déménagement d'armes, mais qui était à ce moment-là un peu plus tragique, puisque c'était après les premières arrestations. Oui, Il me semble, quand on a transféré le matériel. De chez Morpin. Non, de chez Brunel. Oui, il doit y avoir de Fontaine à Graville. À Graville. C'est chez Brunel. De chez Brunel. C'est ça, on transportait ça Belle Fontaine. dans le tramway. Oui. Dans le tramway. Le truc du Guatemala avec les On Allemands. avait des blouses de garçons épiciers. Oui. Et on se promenait avec des sacs qui étaient De grenades. C'est quand même assez insensé comme histoire. Et après l'arrestation de Morpin, le groupe se restructure. Alors après l'arrestation de Morpin, bon, je fus le seul, c'est toute une histoire où là encore j'ai des tas de dossiers, grâce à un officier allemand, je dois dire, qui était avocat général, et j'ai eu un procès qui était le procès le plus long de la guerre, puisqu'il a duré 3 semaines à l'hôtel Intercontinental à Paris. La peine de mort a été requise contre moi, d'ailleurs par lui, parce que c'était son travail d'avocat général. Et il m'a demandé après, une fois libéré, pourquoi il avait fait ça, parce que en 19, la guerre de 14, il avait mon âge, il avait fait ses études à Paris, il appréciait la jeunesse française, il avait tout fait pour me tirer. Alors pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est un souvenir vraiment. Oui, ça c'était en 42, parce que les années plus tard. C'était en 41. Alors après, c'est ça, le procès durait très longtemps parce qu'ils ont fait venir un témoin à charge contre moi, Marx, qui était le sous-chef de la Gestapo du Havre. Et Marx, dont j'ai eu des tas de papiers, parce qu'après lui, j'étais comme principal témoin à charge contre lui au tribunal militaire de Metz. Marx n'a pas pardonné, si vous voulez, la tenue que j'avais eue avec Roscotten à ce procès à l'hôtel Intercontinental. Et comme je suis revenu ici, il m'a dit, Amon, pour avoir votre peau, j'aurai votre peau. Ça se passe au coin de chez Bocage, c'était pas loin non plus. Hein. Et alors, donc il a tout essayé pour reprendre. J'ai repris, puisque moi j'avais promis de rentrer au Havre pour reformer le groupement. Promesse faite, et à Morpin, et à Piat, et à Brunel, enfin, etc. Je recontactais les membres qui n'étaient pas arrêtés la première fois, et on a voulu reformer, si vous voulez, mon mouvement, dans lequel nous avions décidé de prendre comme chef Chandelier et Henri, qui mort après, lui aussi dans les camps de déportation, Raymond Guénaud, qui a été fusillé pour médailler à Rouen, 1er novembre 1943, et un certain jour, la Gestapo est venue pour m'arrêter, Guénaud est venu me chercher, j'étais caché avec le port, donc retransporté à Paris par André Baldenbeck. Et puis là-bas, j'ai continué le contact avec Guénaud, m'occupant de tous les résistants qui étaient inquiétés au Havre, pour leur trouver du travail si possible, les loger, les nourrir, enfin pour m'occuper du maximum, mais toujours en restant en contact avec Pierre Garot quand même. Et puis la distribution du journal L'Orage. Guénaud m'envoyait à raison de 1000 exemplaires à peu près, tous les mois, ça paraissait une fois par mois. Là, si vous voulez, en gros, Et alors, quand moi je me suis sauvé, donc cette deuxième fois, ils ont arrêté mes parents, ma mère 9 mois, mon père 7 mois. Ils ont interné à Rouen, en otage, en disant, bon, ses parents étant arrêtés, ça va le faire revenir, et il pourra se livrer. Alors j'ai été recondamné par le tribunal de Rouen à mort, par contumace.
une deuxième fois. Pendant ce temps-là, Jacques était logé rue Constantinople. Rue de Constantinople, 28, oui. Il travaillait, et sa vocation à cette galerie date de cette époque-là. C'est ça, exactement, parce que le hasard a fait que je suis rentré comme comptable d'abord parce que j'étais comptable. On peut dire la deuxième galerie à Paris à l'époque, c'était la galerie Drouin, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et puis j'ai appris mon métier chez Drouin, la galerie Drouin, à ce moment-là. Et je n'ai quitté que le 6 juin 1944. Pour partir. Pour revenir en Revenir à... Donc, durant cette période donc, de reformation, de Moi, restructuration. pendant cette période-là, on a été pratiquement en sommeil pendant un temps. Encore que moi, j'avais des contacts avec Chandelier, Louis Chandelier, dont parlait Jacques. Chandelier était quincaillier à Senvic face à l'église. La quincaillerie existe toujours. Et moi, j'étais agent de liaison dans toutes ces affaires. Hein, j'étais agent de liaison, ce qui fait que, bon, je disais, ma liaison principale, d'abord, c'était Martin, qui m'envoyait Clavassin. Après ça a été Chandelier. Et l'essentiel, c'était toujours, à ce moment-là, la collecte des renseignements, la collecte des informations de tout genre. On parlait de la défense passive tout à l'heure. Bon, c'est connu, moi, la défense passive, c'est vrai. On a continué au moins, on continuait à la défense passive. J'étais quand même assez commode parce qu'on avait des hôtels allemands, on circulait à peu près un peu plus librement que les autres, et puis ça nous donnait l'occasion de traîner un peu partout. Hein, c'était ça l'intérêt de l'affaire. Disons qu'il y avait un petit mélange, défense passive, etc. Ça n'allait pas toujours très bien faire la séparation entre l'un et l'autre d'ailleurs. Et ces renseignements collectés, d'abord, qui ont servi qu'est-ce que l'on attendait-vous? On vous le disait tout à l'heure, c'était essentiellement des trucs sur les mouvements de troupes allemandes, mais surtout les constructions allemandes. Il faut pas oublier, c'est le moment où les Bocos, les bateaux dans le port. Les bateaux dans le port, les allées du bateau dans le port, les travaux dans le port, les travaux de Bocos. Oui. Il y avait toute une série de choses, les travaux sur le terrain d'aviation d'Octavie. Justement, Il y avait toute une série de choses. Disons que on grappillait les choses, ça était, et finalement c'est le fond même du Oui, mais même renseignement. des histoires très importantes que beaucoup de gens ignorent. En général, c'est qu'on grappillait des tas de choses et certaines qui pouvaient nous paraître insignifiantes étaient des choses qui pouvaient avoir un intérêt. Parce qu'il y a eu à l'époque, et ça c'était dit au Conseil, par exemple, que dans le port du Havre, il y avait un bateau rempli de biens juifs qui avait été pris dans la région. Biens juifs, meubles, etc., qui étaient dans le port. Ils ont trouvé dans le pupitre de Georges Pierre au port autonome, qui était ingénieur, tout le plan de ce bassin avec le bateau indiqué, etc., pour qu'il soit bombardé. Et il a été bombardé et détruit d'ailleurs. Enfin, c'était... Oui, c'est pour ça que je me permets de Une chose une chose très extrêmement importante. Vous comprenez. Donc il y a eu des résultats, c'était pas d'enfantillage, c'est vraiment des... Non, puis en règle générale, on ne savait pas très bien où cela menait. Hein, Oui, c'est ça, oui, c'était un espoir, il y avait De Gaulle derrière, et puis voilà. Alors, il y avait ça, il y avait la collecte de renseignements, mais alors ça, surtout, ça a été l'époque Rach, et moi, le souvenir que j'en ai, ça a été chez Chandelier, donc le deuxième épisode. Il y avait aussi la fabrication, dont j'ai oublié d'en parler, la fabrication des faux papiers. Qui est extrêmement important. Qui a été un élément extrêmement important. Fabrication de faux papiers de toutes espèces d'ailleurs. Il y avait des fabrications de faux papiers qui devaient permettre à des prisonniers de guerre qui étaient dans les camps de revenir les papiers pour leur libération. Il y avait à certaines périodes des contingents de prisonniers qui étaient libérés pour des raisons diverses. Alors, il s'agissait donc de leur envoyer des papiers. Alors les papiers leur étaient envoyés dans les colis avec des boîtes de conserve à double fond, il y avait toutes sortes de petites astuces. Je pense qu'il y en a eu quelques-unes qui ont dû être inventées.
Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Alors un autre souvenir très précis que j'ai et que moi j'évoquais il y a 15 jours, j'étais à Alger, j'ai souvent à Alger professionnellement, c'était le nombre de juifs qu'on a pu baptiser est quand même assez important. Alors ceci, ça c'était après l'occupation de l'ensemble du territoire, c'est-à-dire après novembre 42. Après novembre 42, entre la zone sud et l'Afrique du Nord, avant l'occupation de la zone sud par les Allemands, les communications avec la zone nord se faisaient uniquement par cartes postales. C'était des cartes toutes imprimées, où on ajoutait, on pouvait mettre quelques lignes, c'était des cartes de correspondance, toutes timbrées à l'effigie du maréchal. Et c'était les cartes, je cherchais le nom, c'était les cartes interzones. Alors après l'invasion de la zone sud par les Allemands, il y avait quelque chose qui était tout à fait astucieux et qui ne pouvait pas être vérifié par les Allemands. C'était les baptêmes qui avaient été faits dans les évêchés français d'Afrique du Nord, et en particulier en Algérie. Et c'est comme ça, il y a eu de merveilleux cachets des évêchés d'Alger, Oran et autres, qui avaient été faits par notre ami. C'est Guénaud surtout qui a dirigé. Voilà, c'était ça. Et à ce moment-là, l'évêque d'Alger, l'évêque d'Oran, avec un beau cachet, sur les cartes interzones, délivrait un certificat de baptême. Et ça, évidemment, les Allemands n'avaient plus, après novembre 42, la possibilité d'aller vérifier. Le papier était très bien fait, parce que sur les miens que je peux éventuellement vous montrer, vous verrez que j'ai touché du tabac dans telle ville, que j'ai pas eu de Oui, ça c'est autre chose, ça, oui, etc. ça, Tout était... Ah oui, puis les faux papiers, c'était la carte d'identité de Maurice Hue. Maurice Hue, oui. Hein, ça c'était autre chose, ça c'était les faux papiers à usage interne. Pour fournir à un prisonnier des papiers lui permettant de franchir les frontières. Oui. Il fallait donc des cachets de toutes sortes. Non, il ne s'agissait pas de lui faire franchir les frontières. Il s'agissait de lui fournir des papiers qui pouvaient administrer la preuve qu'il entrait dans une... Bon, donc, si vous voulez, après mon retour de cette première affaire de Paris, où j'avais promis à Morpin et amis de rejoindre les membres qui n'avaient pas été inquiétés, j'ai revu donc Pierre Garot à ce moment-là, et nous avons cherché qui pourrait remplacer Morpin, qui lui était condamné à mort et a été fusillé au Mont-Valérien. Et Pierre Garot a dit, écoute, je connais un autre professeur au lycée, le garçon, professeur de chimie, qui s'appelle Roger Maillère. On peut lui poser la question. Il habitait rue Picpus, si je me souviens. Derrière Castière. Et un soir, nous sommes allés tous les deux chez Maillère, qui n'était pas, c'est sa femme qui nous a reçus. Hein, on lui a expliqué en gros, il dit voilà, mon Morpin est disparu. Et il nous faut un chef, est-ce que votre mari, pensez-vous accepter? Et Roger Maillère a accepté de remplacer Morpin et de devenir le chef de l'organisation, qui a pris à ce moment-là, avec l'accord de Raymond Guénaud, intervenu dans le groupe, le nom de l'Eurache. Pourquoi l'Eurache? L'Eurache, attendez, il y a une... Toutes les heures tuent... Attends, toutes les heures se suivent. Non. Les dernières tuent. Il y a eu... Non, je crois pas. Il n'y avait pas de vis comme ça, il y a pas... Non, c'est le jour J, l'orage, je sais pas, c'était dans l'attente. L'Eurache, c'est dans l'attente, hein? du débarquement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, si vous voulez, oui. Tout ça, hein? Oui, Oui, non, sinon, c'est le machin, c'est le truc latin, la oui, c'est ça. Mais non, je crois que c'était ça. C'était ça. J'avoue, je ne suis jamais allé chercher très très loin, mais à mon avis, c'était ça. On attendait, bon, il y a le jour le plus long, le jour J, etc. Nous, c'était l'heure. Je crois que c'est Raymond Guénaud qui a trouvé le titre. C'est probable, mais moi, j'en sais rien. C'est Raymond Guénaud. Moi, j'ai jamais su comment tout ça était. Oui. Moi, j'étais vraiment un tout petit rouage dans tout ça. Hein. Ce qui fait que j'ai connu très très peu. Il n'y a pas que tu avais été sécu à Paris à poursuivre. Le problème, c'est pas quand je suis parti vers 1943. À ce moment-là, j'étais encore roi. Mais en réalité, c'était bien l'intérêt de l'affaire. Moi, j'étais agent de liaison, mais je connaissais vraiment un très très petit nombre de gens.
Oui, parce que le but de la Je n'avais de contact, je n'ai eu de contact en dehors de toi, et puis des gens que je voyais dans le groupe. Après ça, moi, je n'ai eu de contact pendant très longtemps Oui. qu'avec Mortin. Et puis, à l'époque Il suivante, fallait se voir le moins possible. Maillère, moi je ne l'ai. Maillère, je le voyais pas en cours. J'avais plus 23 à ce moment-là. Je le croisais au lycée, mais je n'ai jamais adressé la parole à Maillère sur. Bien que tu sois à l'origine, qu'il a pris la direction à la suite. Je n'ai jamais adressé la parole à Maillère sur ce problème. Le seul moment où on en est parlé, c'est quand il est rentré de déportation à 45. C'est à ce moment-là je sais qu'on avait dû le voir, je sinon, comprends. exactement. Je l'ai vu, moi, dès son retour de la déportation en 45, mais je savais qu'il existait, bien sûr, et pour cause, Paul Desjardins, je savais très Paul bien qu'il Desjardins, qui était existait, mais je n'ai jamais eu le moindre contact avec lui. Je ne sais même pas, comme tu dis, quand on est allé le voir, on est tombé sur sa femme, et je ne sais pas si je l'ai jamais vu, moi, dans le cadre des activités de l'Arche. Je ne suis pas sûr. On l'a vu un soir, il me semble, rapidement. C'est possible. Pour l'expliquer un petit peu. C'est possible. Non, alors autant à la période d'Empin, je ne sais pas combien de fois j'ai vu chez Empin, mais d'ailleurs, moi, je suis eu de contact avec lui. Moi, mon contact uniquement après ça, c'était Chandelier, personne d'autre. Et alors, Desjardins, donc, ainsi que Guénaud, donc, vont se charger de ce journal, de ce groupe. Du groupe, en continuant le travail qui avait été, si vous voulez, commencé par Morpin, et puis de l'organisation, enfin, du futur, ce qui pouvait se passer. Vous continuez toujours à planquer les armes Tout le problème, c'est C'était de les trouver. et de les trouver les trouver et s'en débarrasser. Eh oui. C'était beaucoup plus facile, si vous voulez, à la fin 40 ou 41, il y en avait encore, que de les trouver en 43 ou 44, parce qu'après c'est une question. Alors d'autres membres de leur âge s'en sont occupés activement, comme Thomas, c'est-à-dire Oui, mais alors ça, c'était Jean-Pierre. En Ça, réalité, je suis achevé par la force, c'est autre chose. En réalité, ce qu'on a ramassé comme arme, ça n'a pas servi à grand-chose. Non, c'est exact. Ça ne servait à rien. Ça a donné lieu à polémique aussi, je crois, dans la résistance. Il y avait d'autres courants qui considéraient que c'était pas forcément une bonne tactique de cumuler les armes pour se les faire mieux. On ne savait pas de quoi l'avenir était fait non Je plus. ne crois pas que c'était ça le problème. Oui. Je n'ai pas le sentiment que grand monde ait su vraiment le stockage de ces armes. La polémique qu'il y a pu avoir après, d'après ce que j'en sais, puisque moi j'étais très loin du bas, ça a été le problème des regroupements d'armes, mais ça c'était pas du tout les mêmes armes, c'était les armes qui étaient parachutées, et qui effectivement étaient regroupées dans un certain nombre d'endroits, et la plupart des dépôts ont été détruits au moment du bombardement le 5 septembre 1944. Oui. C'est bien la raison pour laquelle, au moment de la libération, il n'y avait pratiquement plus d'armes. Il n'y avait presque pas d'armement. Presque pas d'armement. Presque pas d'armement, dans la mesure où les armements qui avaient été parachutés, eux, avaient été détruits dans le bombardement. Pour en revenir à ce journal, parce que c'est intéressant de voir un peu comment un journal local, donc, clandestin, réussit. Non, mais c'était très important au point de vue moral, si on prend l'esprit du français. Vous comprenez? Bon, je vous dis, moi, je m'en suis occupé pendant 2 ans et demi, la distribution à Paris. C'est Guénaud qui m'apportait des journaux. Et par exemple, si vous prenez la place du Palais Royal, où il y a la Comédie Française, il y avait un kiosque, je me souviens très bien, qui vendait des journaux avec des barres de fer à la grille. La nuit, je portais des paquets avec des ficelles pour que les gens, dès le matin qui passaient par là, puissent arracher leur journal et l'emporter. Avec les amis dont je me suis occupé, c'est Jean Chaussat, Jacques Massot-Labrosse, etc., dont je m'occupais à Paris. Nous avons fait des tournées organisées, notamment dans le 17e arrondissement, tout autour du parc Monceau, où régulièrement, les gens, le matin, dans leur boîte aux lettres, tous les mois, pouvaient leur arracher. C'était un maintien, c'était un soutien, si vous voulez, de l'esprit de la résistance, en fait. Est-ce que tu en as des exemplaires? Je dois en avoir Moi j'en ai un, je pense. Je dois en avoir un ou deux. Moi je pense en avoir un, s'il te plaît. Si on va éplucher tout ça. Oui. Vous saviez bien entendu que en représailles aux activités de la résistance, vos activités par exemple,
les Allemands n'ont pas hésité à partir de 41-42 à prendre des otages et à les fusiller. Oui. Je voudrais savoir un petit peu ce qu'on ressent quand on est C'est épouvantable. un citoyen. Ça, écoutez, je peux vous donner quelques renseignements. Bon, j'ai été interné pendant 7 mois. La santé à Paris était une prison très dure. Au secret, donc cellule seule, pas de sortie, enfin, etc., etc., pas à manger, pour ainsi dire. Et à ce moment-là, on entendait fusiller dans le cours de la santé des gens, ou guillotiner, parce qu'il y a encore une guillotine dans le cours de la santé, qui savaient depuis la veille que le lendemain matin, à 5 heures, on viendrait les chercher pour leur mettre 12 balles dans la peau. Et j'ai entendu notamment un père de famille qui a hurlé toute une nuit, parce qu'il savait qu'il est passé, il n'y a pas de problème. Alors ça, ce sont des souvenirs que c'est comme si c'était hier, au moins, il n'y avait pas... On ne peut pas oublier des choses comme ça, c'est pas possible. De la même façon qu'il doit sembler disons, difficile à accepter, même dans une période aussi troublée que celle-là, d'être considéré par les médias de l'époque et par la propagande pétainiste comme des terroristes. Vous savez, on parle beaucoup des terroristes aujourd'hui et j'aimerais votre sentiment là-dessus, sur l'époque. Est-ce que vous aviez l'impression, disons, vous aviez le sentiment d'appartenir à un mouvement national et disons, qui progressait dans l'opinion, ou au contraire, comme une minorité d'activistes Non, pas que je pense pas, je pense que Pierre va vous répondre, mais moi je ne crois pas, c'était une question d'univers, c'était une question de patriotisme bien pensant, si je peux dire. Hein, parce qu'au début, il y a absolument raison, qu'il y avait beaucoup de gens de droite là, mais il y avait aussi, et ça j'en ai connu, puisque je m'occupais, je vous le disais tout à l'heure, de dizainiers, de trentenaires, etc., des communistes. Je pense à un certain Le Cerf, qui était sapeur-pompier à l'époque, et donc qui aurait pris probablement une position résistante si l'Allemagne avait fait une alliance avec la Russie par la suite. Donc, si vous voulez, il y avait certains membres du parti qui, quand même, avaient... Oui. Oui, en réalité, on était, enfin moi, tout est autant des souvenirs que je peux en avoir, on était quand même un groupe relativement fermé, et il faut bien dire, enfin un groupe fermé qui n'a pas fait, à cette époque-là, tout au moins, par la suite, les choses ont évolué, mais dont l'activité principale demeurait quand même une activité... patriotique, en fait. Oui, patriotique, non, mais je dirais défensive plutôt qu'offensive. Ah oui, oui. Défensive. On attendait, il y avait de Gaulle derrière, vous comprenez, il était là-bas, il était à Londres, on dirait, il se passera quelque chose. Ça n'a pas été, l'époque des sabotages. Pas d'attentat. Non. Pas d'attentat, disons, dans notre groupe, à l'époque que j'ai connu au Havre, ce qui fait que on était solidaires des gens des maquis quand les maquis sont venus, mais il faut bien dire que les maquis sont quand même venus plus tard, en règle générale. On était pleinement solidaires, mais on avait le sentiment d'avoir fait une option, que l'option était très bonne, et puis quoi qu'on pense les uns et les autres, eh bien, ça la regardait. Nous, on était absolument plein de nos certitudes, et puis, bien sûr. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui C'est nos espoirs dans le bon sens, si vous voulez. Alors le terme terroriste, si vous voulez, bon, il est certain qu'on a été tout à fait pleinement solidaire de cela, mais le terme terroriste, moi je m'en réclame plutôt maintenant, mais ça c'est une autre histoire, pas des tas de choses, moi j'ai une carrière très mouvementée, très personnelle. Mais je m'en réclamerai plutôt maintenant. Mais disons qu'on ne se considérait pas comme tel à cette époque-là, si vous voulez. On était tout à fait solidaires les uns et les autres. Moi, je vous parlais des baptêmes des Juifs tout à l'heure. Les gens de cette manœuvre étrangère, les gens des FDP et autres, on était tout à fait pleinement solidaires, mais on était un petit peu, on se sentait peut-être un petit peu en marge, si vous voulez. Et comment, dans un tel contexte, un lycéen de 18 ans, qui donc prend part activement aux activités de résistance, peut poursuivre ses études, parce que je trouve que ça a été... J'ai redoublé mon bac, hein. Ah, quand même,
j'ai un double bac de philo. J'ai un double bac de philo car j'avais effectivement j'avais quand même des tas d'autres préoccupations, j'étais un peu dans l'ordre des choses. Hein, il est certain que le rendement scolaire à l'époque, c'est quand même un petit peu ressenti des autres activités. Enfin, c'était tout à fait dans l'ordre des choses, je ne peux rien. Voilà, Et votre libération, c'est-à-dire le juin 44, pour vous, qu'est-ce que ça a été? Comment vous l'avez vécu Le juin 44, Pierre va très bien s'en souvenir. Pour moi, bon, nous sommes rentrés à pied, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Paris. Et moi, étant recherché économiquement par contumace à la Gestapo, j'ai été obligé de me cacher. Parce que vous ne savez pas que le Havre ne s'est libéré qu'au mois de septembre. Le débarquement a eu lieu le 6 juin et le Havre a été libéré le 5 septembre. Le 12 septembre. 12 septembre. Le 12 septembre, j'ai eu Vincent moi, le 11 septembre et on a vu les alliés arriver le soir de 20 ans. J'ai été obligé de me cacher totalement chez nos amis qui s'appelle Massot Labrosse et qui habite à Senlis, en attendant de pouvoir sortir. Ce n'est que vraiment quand les Allemands ont commencé à quitter le Havre et puis où il fallait prendre nos propres responsabilités, si vous voulez, que je suis revenu et que où là nous avons appartenu, ce qui était normal, si vous voulez, au FFI, enfin aux forces de libération de cette époque. Quoi. Et vous, Figaro? Comme je disais, on est rentré après ce périple qu'on évoquait tout à l'heure. On est rentré à pied vers le jour. 4 jours, moi je pense qu'on a mis 5 jours. 5 jours, oui. On a dû rentrer vers le 11 ou le 12 juin au Havre. Jacques, lui, s'est cloîtré, bien sûr, puisqu'il n'avait pas intérêt de se montrer. Et moi, j'ai pris pour l'essentiel à ce moment-là des activités de défense passive, parce que à cette époque-là, même si la libération a bien tardé, il y a quand même eu il y a eu quand même pas mal de bombardements dès le mois de juin. Dès le mois de juin, et puis alors après ça en septembre, on en a parlé suffisamment. Donc ça a été l'essentiel. Et puis, il y a eu, alors moi je ne saurais plus très bien dire comment les choses se sont passées. On s'est retrouvés, mais ça c'était après, c'est au fur et à mesure que le cercle se resserrait autour du Havre, qu'il y a eu quelques groupements de gens, différents petits groupements prêts à passer à l'action au moment de l'avance des Alliés. Bon, je me souviens d'une nuit qu'on a passée dans les caves de la Bourse, avant que la Bourse soit rasée et brûle. Au cercle Franklin également, j'étais au cercle Franklin également. On attendait le coup de sifflet de l'année, si je puis dire. Et puis après l'école Jean Massé à Senlis. Alors après l'école Jean Massé à Senlis, ça c'était vraiment le tout dernier jour. C'était le dernier moment où là, véritablement, à ce moment-là, on est sorti au grand jour. Alors ça, c'était pratiquement le 11 septembre. À ce sujet-là, tu sais que, comment il s'appelle, Babon vient de décéder il n'y a pas longtemps. Ah bon? Pas des Babons, non, je sais pas. Non, alors bon, mais le 12 septembre au matin, moi, le souvenir que j'ai, on a accompagné des chars britanniques qui descendaient de Senlis et qui remontaient sur la rue Félix-Faure, où on a participé, si je puis dire, on a participé au nettoyage des blocos de la rue Félix-Faure, et pas mal toutes les grandes maisons bourgeoises de la côte étaient occupées par des services ou des états-majors allemands, et il y avait beaucoup de blocos dans le coin. On a donc le matin participé à cela. Et puis l'après-midi, on a pris le fort de Saint-Adresse. Voilà. Il y a des écrivains, on a raconté des tas d'histoires à ce sujet. On a pris le fort de Saint-Adresse. Et il faut dire que nous sommes les premiers à rentrer dans le fort de Saint-Adresse, et non pas les chars canadiens. Avec 300 Allemands qu'on a fait mettre en rang. En rang, désarmés, mais dont on était bien embarrassés. Exactement, mais c'est vrai. Je crois que les Canadiens sont arrivés à quart d'heure. Ils sont arrivés tout de suite après. Ils nous ont tiré dans le bras. Oui, mais la bonne version semble-t-il. Ils nous ont tiré dans le bras. Parce qu'effectivement, on avait ces Allemands qui étaient rentrés pas. Et alors après, mais ça, je ne sais pas si c'est la peine vraiment de ça, je ne sais pas s'il faut le dire. Alors après ça, on a quand même assumé pendant un moment pour éviter le pillage des stocks de vivres qu'il y avait, parce que pour essayer de voir autant de faire se peut,
faire une distribution des vivres plutôt que de laisser les gens piller des stocks de vivres. Ça se passait partout en général. Ça se passait partout, et dans le Fort Saint-André, il y avait un stock de vivres assez important. Est-ce que les différents groupements de résistance, je pense en particulier au vagabond bienheureux, bien-aimé qui correspond un petit peu à un mouvement semblable au vôtre, c'était à peu près les mêmes activités? Oui, c'est ça. Est-ce que tous ces mouvements se retrouvaient dans les FEFI? Est-ce qu'à la Libération, on les a tous retrouvés? Pas justement, moi j'ai des sujets... À dire vrai, on ne demandait pas. Moi, je ne saurais pas du tout dire qui j'ai retrouvé, qui venait. Ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des gens... Enfin, ce qu'on a remarqué surtout, c'est qu'il y avait des gens dont on avait eu penser 2 ou 3 ans plus tôt qui n'étaient pas du tout de notre bord. On retrouvait là. Ça, il y en a eu. C'est à ceux-là qu'on était le plus À sensible. ce sujet-là, mais... Et puis les autres, on n'avait pas non plus envie de leur demander d'où ils venaient. Car on ignorait pratiquement nous les noms de ces mouvements. Il n'y avait pas. C'était en dehors. Si vous voulez, leur H avait été un peu pignon sur rue dans la mesure où il y avait ce journal. Mais en dehors du journal, rien de ceci n'était véritablement connu. Les messages de la radio de Monde, on ne savait pas à qui ils s'adressaient, on ne savait pas du tout. On ignorait à peu près tout. Nous, en ce qui nous concerne, moi j'ai découvert très tard, je t'en parlais l'autre jour, toi tu l'as peut-être découvert un peu avant moi, qu'on était dans un réseau qui ne dépendait pas de la France Libre, Oui, qui dépendait des services anglais. Un réseau Buckmaster, j'ai revu d'ailleurs le Buckmaster l'année dernière. Ah bon, oui. On m'a traîné un truc à Un grand personnage de la guerre, c'est bon. Oui, alors Buckmaster était un officier britannique qui devait être capitaine de Brun à cette époque-là, et qui précisément, avec tout un groupe d'anglais et de français, puisqu'il y avait aussi des français, était parachuté en France pour établir des liaisons. Pour établir des liaisons avec les réseaux. Et ça, dès 1941. Ce qui fait que nous, on travaillait, enfin, on connaissait. Pour nous, la résistance, c'était indépendamment de toute autre chose, si vous voulez, de toute autre considération. Pour nous, la résistance, c'est le général de Gaulle. Mais on travaillait pour la résistance, point final, si on peut dire. Et moi, j'avoue, j'étais un peu surpris d'avoir appris que je prenais qu'en réalité, on appartenait. Enfin, c'était pas, finalement, c'était pas ça l'essentiel. C'était pas ça l'essentiel. On a beaucoup parlé aussi de l'esprit de la résistance, et j'aimerais savoir si, à la Libération, vous pensiez que cet esprit de la résistance, qui avait quand même fédéré à un moment donné tous les courants de pensée dans la société française, hormis bien sûr, disons, les mouvements collaborateurs. Donc, est-ce que c'est... Je crois que c'est une question pertinente, mais ça dépend un peu, si vous voulez, de l'individu, en fait. Moi, j'ai quelque chose à dire à ce moment-là, sur ce point. J'en viens à Morpin. Car Morpin, en 41, Morpin était indiscutablement, je pense, on n'en a jamais beaucoup parlé, mais Morpin était un homme de gauche, c'était un enseignant de gauche. Et Morpin, dès 1941, était de ceux qui pensaient à ce que pourrait être la France après la guerre. Oui, certainement, oui. Dès 1941. Et moi, j'avoue que j'ai gardé la leçon de Morpin. C'est ça, oui. Bon, sinon, pour le reste, on était quand même les uns et les autres un peu loin de ce qu'on pu être. C'est un peu toute la différence entre Paris et puis certaines grandes villes. Bon, on a dit que Lyon a été la capitale de la résistance, c'est vrai à certains égards, dans la mesure où il y a eu une série de contacts entre les chefs des différents grands réseaux qui se sont faits. On était un peu en dehors de tout ça. Pour beaucoup d'entre nous, le soulagement, c'était celui de la libération, du départ des Allemands. Ça n'est peut-être qu'après. Je sais pas, moi je n'aime pas beaucoup le livret, mais enfin il est certain que maintenant, même aujourd'hui, moi je continue à en réclamer. Oui. Dans la mesure où ça a été pour nous, quand même, pour certains d'entre nous, ça a été une grande ouverture sur le monde, une grande ouverture sur toute une série de gens. Autrement, on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de les rencontrer, avec lesquels on a vécu, si je puis dire, sans
sans qu'on puisse charger le terme d'une manière ou d'une autre, une connotation quelconque. On a vécu une grande aventure, un grand dessin commun, quoi. Et pour beaucoup d'entre nous, ça a été quand même très très révélateur et ça demeure très solide. Moi, en ce qui me Je crois concerne. justement pour les jeunes, Ouais, nous appartenions à l'époque, si vous voulez, ça a été une formation tout de même très rare, il n'y a pas de problème. Hein. Formation. Pour le moins. Oui. Pour le moins. Bien, je crois que... D'accord. Madame, Bien, monsieur. je vous remercie, c'était excellent.